d'abord, d'abord, je vous rappelle, mais vous avez tous fait le travail, le TIG depuis la première année. Donc, normalement, vous êtes au courant qu'il y a des documents édités par le département de biologie qui sont mis sur le web campus du TIG, alors qui s'appelle Guide pour la rédaction d'un document scientifique et checklist rédactionnelle. Est-ce que vous vous souvenez tous de ces documents? Ou aucun, je ne sais pas. Ne dites pas oui si ce n'est pas le cas. C'est pas grave, il n'y a pas de punition. Moi, personnellement, je viens d'aller les revoir parce que j'avais un petit peu oublié qu'ils existaient. Mais ils sont extrêmement bien faits, extrêmement précis, pour vraiment vous aider à savoir comment rédiger un document scientifique. Alors, c'est surtout la forme qui est décrite dans ces documents-là, donc comment annoter des figures, comment mettre les références bibliographiques, etc. Donc, tout ça est vraiment bien expliqué dans ce document et dans la checklist qui va avec. Donc, s'il vous plaît, regardez-les et lisez-les, puisque la plupart des infos sont dedans. Néanmoins, tout n'est pas dedans. Et notamment, moi, j'aimerais bien insister sur comment maintenant vous y prendre concrètement pour rédiger. Comment faire pour, concrètement, là, vous êtes assis à votre bureau, comment est-ce que vous faites? Donc, la première partie, je vous avais demandé de bien explorer la littérature, donc de bien faire un brainstorming, en tout cas dans votre propre tête, mais de partir d'une feuille blanche, d'absorber un petit peu toutes les références que vous avez et d'arriver, suite à cela, à avoir une table des matières qui sert de feuille de route pour vous aider à remplir les cases lors de la rédaction. Voilà, c'est une méthodologie en tout cas que je vous propose, que moi je suis, mais évidemment, il peut y avoir des variations entre personnes, hein. Alors maintenant, je vous dirais qu'il faut premièrement, donc j'ai mis 12 étapes, mais il n'y en a que quelques-unes qui sont bien détaillées. Premièrement, il faut bien choisir vos outils. Ça, normalement, vous l'avez déjà fait. Vous savez quels outils informatiques vous allez utiliser pour rédiger. La plupart du temps, c'est dans Word, mais il n'y a pas que Word. Donc, il y en a peut-être qui, et vous avez dans vos cours l'utilisation de la tech et d'outils qui vont avec. Ça fonctionne très bien, mais voilà, il faut faire un petit peu l'effort pour l'utiliser. Les documents R Markdown, si vous utilisez R, vous pouvez utiliser Google Doc, ou moi j'utilise beaucoup Scrivener, qui est un logiciel qui est purement de rédaction, qui fonctionne très bien. Voilà, vous choisissez vos outils, peu importe lequel, mais il faut évidemment choisir des outils qui soient bien adaptés à ce que vous voulez faire. Par exemple, mais ce n'est pas le cas ici, si on veut inclure des scripts R, bah, R Markdown se prête vraiment bien à cela et c'est de plus en plus utilisé. Mais normalement, ici, vous n'en avez pas besoin. Il y a des outils qui existent, dont Scrivener, ce qui est bien, c'est que ça vous permet d'écrire vraiment en faisant abstraction de tout le reste. Donc, c'est fait pour des écrivains ou rédiger des livres ou des documents relativement longs. Donc, il n'y a que la page avec ce qu'on écrit. Moi, j'aime bien d'utiliser ça pour ne pas être distrait par tout ce qu'il y a à côté, par la mise en page, par les couleurs à mettre, par mon mail qui vient de temps en temps, etc. Il y a juste l'écriture. Et quand j'écris, j'aime bien vraiment d'être concentré uniquement sur les mots et les phrases qui viennent. Mais ça, c'est chacun qui voit, évidemment. Alors, il y a une écriture collaborative qui peut être faite aussi. Donc, vous pouvez utiliser Google Document ou GitHub ou des outils comme Framapat qui sont de plus en plus populaires maintenant, ou Overleaf si vous utilisez la tech. Enfin bon, il y a plusieurs outils. Ici, c'est un travail personnel, mais vous partagez avec nous aussi. Donc, si vous désirez utiliser, plutôt que de nous partager les documents Word, utiliser une plateforme de partage, vous pouvez le faire, mais on ne vous oblige pas. Alors, vos outils de bibliographie, ça, on en a déjà parlé. Donc, normalement, vous les utilisez, que ce soit Mendeley ou Zotero ou un autre. Donc continuez à le faire, évidemment. Alors, j'insiste juste que, à ce stade-ci, sur l'importance de bien vérifier les références qui sont incluses dans ce logiciel. Donc, elles se font automatiquement, normalement, soit via un watch folder, soit en faisant glisser, déplacer vos documents, enfin, en fonction du logiciel que vous utilisez. Mais il y a des erreurs. Donc, toujours vérifier manuellement d'éventuelles erreurs, parce que sinon, après, si vous générez votre liste bibliographique et que vous ne l'avez pas vérifiée,
il y aura plein d'erreurs dedans. Donc il faut quand même, l'utilisation de ce logiciel ne vous dispense pas de repasser manuellement dessus. Et la bibliographie, donc ça j'insiste, qu'elle doit être vraiment bien formatée. Et elle doit être toujours au même format. Dans un document scientifique, c'est obligatoire. Donc voilà, parfois ça peut paraître un peu rébarbatif, mais c'est une obligation. Donc passez bien dessus. Voilà, ça c'était un petit peu pour le point 1. Alors le point 2 au niveau des objectifs, c'est ce que vous avez normalement déjà fait. Donc c'est partir de zéro, partir d'une question qu'on vous a donnée, d'une thématique, et à partir de ce point de départ, ben, vous explorez la littérature, et puis vous affinez votre question, ou vous la changez. Ça peut changer aussi en fonction de vos connaissances qui s'accroît en faisant la recherche bibliographique. Alors, il faut à ce moment-là également se poser des questions. Qu'est-ce qui est le plus intéressant comme travail à faire en fonction de ce qui est déjà connu dans la littérature scientifique? Votre travail, c'est un travail de fin de bac 3, donc ce n'est pas un travail qui est destiné à être publié. Mais néanmoins, c'est déjà arrivé. Donc, j'ai 2 étudiants il y a 2 ans qui ont fait un travail vraiment excellent qui a été publié. On s'est mis ensemble pour le sortir dans un journal scientifique. Ça a pris 1 an et demi après. Hein. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais néanmoins, il y a moyen de le faire. Donc, prenez l'habitude dès le départ à penser en termes de publication, donc en se posant la question, qu'est-ce qui intéresse la communauté scientifique? Donc il faut être le plus original et le plus intéressant possible par rapport à ce qu'on fait. C'est un apprentissage et autant commencer dès maintenant. Alors c'est souvent mieux de cibler plutôt qu'être trop large. Donc vous partez d'une thématique, on a vu ensemble une thématique. Souvent les connaissances sont telles qu'il faut se spécialiser dans une question qui est de plus en plus pointue, précise. Pourquoi? Parce que si vous restez trop large, vous n'allez pas atteindre le niveau de précision scientifique qui est demandé. Et vous allez faire un travail qui est superficiel. Voilà, c'est vraiment le terme, c'est superficiel. C'est une critique qui revient souvent lorsque on est trop vague, lorsqu'on évalue les travaux, ben, on se dit bah, ce travail-là, il n'est pas mauvais, mais il est trop superficiel. Il aurait pu aller plus loin, mais aller plus loin nécessite de faire des choix et donc de se focaliser de plus en plus sur sa question. Voilà, normalement, c'est un travail que vous êtes en train de faire, ça. Et alors, si vous vous focalisez sur une question, eh bien, le but, c'est d'être le plus exhaustif possible sur cette question, en déant, bien sûr, les mots qui vous sont attribués, les 4000 mots, en déant, bien sûr, le niveau qui est demandé hein, en bac 3. On ne vous demande pas d'être totalement exhaustif dans un domaine particulier, sinon ça prendrait trop de temps. Mais essayez de tendre vers cette exhaustivité, donc d'avoir un maximum d'informations sur votre question. Alors, vous avez fait le premier brassage, donc le brainstorming. Vous avez rédigé une table des matières, donc qui est une feuille de route. Donc, vous en êtes normalement là. Et vous avez, en tout cas pour certains, déjà commencé la rédaction. Alors maintenant, j'arrive donc au point suivant. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut structurer son manuscrit. Donc, la table des matières permet de structurer ce manuscrit, mais le structurer également pour l'équilibrer. Donc ce qui n'est pas forcément visible dans la table des matières. Donc maintenant que vous avez les différents points que vous voulez traiter, et là j'enchaîne un peu sur la question qu'avait posée Cassandra, il faut voir un petit peu, doser un petit peu le poids que vous voulez mettre sur chaque partie. Et vous pouvez, moi je fais ça maintenant, je ne le faisais pas avant, mais maintenant je le fais, je m'autorise un nombre de mots pour chaque partie que je veux traiter, donc en fonction du poids relatif de chaque partie, de chaque titre de votre table de matière, par exemple. Encore une fois, c'est une feuille de route, hein, donc ce n'est pas, vous pouvez changer ça et adapter ça. Mais ça permet de garder une vue d'ensemble sur votre document qui permettra de garder un certain équilibre au final et pas se rendre compte, après avoir rédigé, vous êtes déjà à 10 pages et vous n'avez fait que le premier chapitre. Bah là, évidemment, vous aurez un problème, donc il faudra réduire, couper dedans, ou alors laisser tomber les chapitres suivants. Donc c'est mieux de partir de cette feuille de route qui est équilibrée. Et si ça peut vous aider, c'est pas obligatoire non plus, mais si ça peut vous aider, essayez de suivre un calendrier de rédaction aussi.
Donc vous avez un objectif, je ne sais plus, j'ai plus les deadlines en tête, mais vous savez que pour telle date, vous devez rendre votre manuscrit. Eh bien, essayez de vous dire que voilà, 2 semaines avant, je dois l'avoir rendu à mon promoteur pour qu'il ait le temps de le relire, par exemple. Et donc, ça veut dire que je dois avoir écrit 500 mots par semaine, par exemple, un truc comme ça, hein. Mais ça peut aider, en tout cas, à ne pas être pris de court à la fin. Moi, maintenant, l'année passée, j'ai rédigé une review. J'ai travaillé comme ça parce que j'avais des deadlines quand même très strictes. C'était un numéro spécial, ça arrive souvent dans les journaux scientifiques. Et ces numéros spéciaux doivent sortir à une date bien déterminée. Et donc on demande, on a une deadline pour le soumettre qu'on ne peut pas outrepasser. Donc j'avais vraiment bien structuré ma review comme cela et j'avais tenu la deadline sans problème. À peu près. Je pense que j'avais quand même une semaine de retard, mais pour les journaux, c'est acceptable. Mais pour les travaux de Bac 3, c'est pas acceptable. Alors, commencez à rédiger ensuite le plus tôt possible. Donc maintenant, si vous n'avez pas encore commencé, il est temps de le faire. Parce que lors de la rédaction, il y a encore beaucoup de choses qui vont changer. Donc vous avez bien structuré, vous avez bien pensé à votre table des matières, vous allez la changer. C'est normal. Lors de votre rédaction, vous allez vous rendre compte, c'est vraiment en écrivant qu'on se rend compte qu'il y a des nouvelles idées qui apparaissent, des choses dont on n'avait pas pensé, ou bien que vous allez réarranger autrement votre manuscrit. C'est tout à fait normal. Donc, pas besoin de me poser la question, monsieur, je n'avais pas prévu ça comme ça dans la table des matières, est-ce que je peux changer? La réponse est oui. Vous pouvez toujours changer et adapter. Mais il n'y a qu'en rédigeant qu'on arrive à le faire. Et donc, c'est vraiment, maintenant, il faut vraiment rentrer dedans. Alors, la rédaction, vous commencez par les quelques articles fondamentaux que vous avez triés, que vous avez lus, que vous avez compris. Et puis, à ce moment-là, vous allez refaire une recherche bibliographique. Alors, de deux manières. Premièrement, c'est en partant, je ne sais plus, je me suis perdu, voilà, ici c'est le point 5, en partant des articles de base, donc c'est ce que j'appelle rebondir. Donc, ça veut dire que ces articles ont chaque fois cité d'autres articles et vous pouvez évidemment, vous devez même faire l'exercice d'aller rechercher d'autres articles qui sont cités par les articles que vous avez pris. Mais d'autre part, vous pouvez penser à de nouveaux points et à refaire une recherche avec les moteurs de recherche traditionnels, PubMed, etc. Parce que vous pensez, vous avez de nouvelles idées, vous avez de nouveaux mots-clés. Donc pour que votre travail soit le plus abouti possible, il faut partir par ce deuxième round de recherche bibliographique. Parce que à coup sûr, vous avez laissé tomber des références. Toujours, bien sûr, en restant dans votre cadre du travail de fin de bac, donc sans dépasser évidemment le temps qui vous est imparti, hein. Donc, il ne s'agit pas d'être totalement exhaustif ici. Alors, ce que je dois dire aussi, c'est qu'à ce stade-ci, vous pensez science, vous ne pensez pas langue. C'est un conseil en tout cas. Si vous arrivez à faire les deux en même temps, tant mieux, mais mon conseil, c'est la première rédaction, c'est une rédaction vraiment pour la science. Même si elle est télégraphique, même si elle n'est pas en français ou en anglais correct, c'est pas grave à ce stade-ci. L'important, c'est de structurer votre réflexion et votre argumentation scientifique. Après, bien sûr, il faudra s'occuper de la langue, évidemment. Mais pour un premier jet, pensez d'abord la science. Organiser ses idées, mettre les informations qu'il faut dedans, argumenter correctement, et la langue, ça viendra après. Voilà, donc je reviens au point 5, ça je l'ai dit. Alors au fur et à mesure que vous connaîtrez mieux un domaine, vous allez devenir de plus en plus compétent et vous pouvez aller plus vite pour rechercher l'information qui vous intéresse. Donc au début, on lit tous les articles de A à Z de manière poussée, on essaye de comprendre tout. Après, lorsque vous commencez à rédiger, lorsque vous avez des questions plus précises sur votre texte, là par exemple, il me manque une information. Voilà, j'ai travaillé sur le xénope, mais je ne sais pas ce qui se passe chez le zébrafiche, par exemple. Vous allez rechercher une information précise, bien vous allez taper vos mots-clés, aller rechercher sur le zébrafiche l'information que vous cherchez, et dans les articles que vous trouverez, vous allez directement aller rechercher l'information. Vous n'allez pas forcément devoir tout lire et tout avaler de A à Z. Alors c'est un défaut qu'on a, enfin c'est une qualité, mais c'est le défaut de la qualité. La qualité, c'est qu'on veut vraiment tout connaître, mais c'est un défaut parce que
à l'heure actuelle, avec la quantité de production scientifique, d'articles scientifiques, si on devait lire tout de A à Z et ingurgiter tout de A à Z, ce serait impossible. On n'y arriverait plus. Donc il faut, et c'est vraiment l'exercice, c'est de s'entraîner à savoir ce qu'il faut aller chercher dans les articles scientifiques, et être suffisamment critique que pour aller chercher ce qu'il faut, et en plus juger de la pertinence de l'information que vous allez chercher, et la pertinence des articles. Donc vous devez aller chercher l'info, mais il faut que cette info soit pertinente. Donc là aussi, c'est avec l'expérience, évidemment, qu'on apprend à évaluer la qualité de l'information qu'on va chercher. Mais il faut commencer à faire ce travail dès maintenant pour vous améliorer dans cette façon de faire. Et donc, éviter de citer des mauvais articles. C'est aussi un défaut qu'on a au début, c'est de se dire, on prend un maximum d'articles et on les cite tous parce qu'on est content d'avoir l'information. Mais si un article vous donne de l'information, mais dont la méthodologie laisse à désirer ou les tests statistiques laissent à désirer, il vaut mieux ne pas citer cette information. Donc, il vaut mieux ne pas la prendre et ne pas la citer. Ou si vous la citez, n'hésitez pas à écrire les réserves que vous avez vis-à-vis de cet article. N'hésitez pas à dire, bon, cet article montre ça, mais il y a quand même des doutes parce qu'ils ont fait ceci plutôt que cela. Donc, montrez que vous êtes très critique avec l'information que vous allez chercher. Alors, ensuite, j'ai mis au point 10, refaire le point sur votre recherche biblio, ça je l'ai déjà dit. Alors, néanmoins, cette partie, là j'insiste, attention à un biais qui est très commun, c'est de tourner en rond avec les mêmes articles. Donc, de développer votre argumentaire sur base de 2-3 articles et où les 90% de votre texte tournera autour de ces 2-3 articles. On le voit très souvent, et très souvent à votre niveau, dans des travaux de Bac 3. C'est très bien rédigé, c'est très bien argumenté, mais pour arriver à un niveau supérieur, il faut que votre argumentation tourne autour d'une quantité d'articles suffisante, et pas de 2-3 articles. C'est un petit peu ce que je t'avais dit aussi, Eva, au début, c'est très bien écrit, mais on retrouve toujours les mêmes références qui sont toujours citées, en fait, les unes à la suite des autres. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais, mais ça veut dire qu'il manque cette dimension d'aller rechercher plus d'articles, plus d'informations. Donc, essayez au maximum de ne pas vous focaliser sur 1 ou 2 ou 3 articles, mais de brasser plus large que ça, y compris dans vos chapitres, dans vos paragraphes qui sont rédigés les uns à la suite des autres. Voilà, sinon c'est un commentaire que je fais quand même assez souvent, donc là, j'ai quand même beaucoup d'expérience dans la correction de ce genre de travaux et c'est quelque chose qui revient très souvent. Alors, pensez aussi aux figures. Une fois que vous avez bien avancé dans le texte, vous pouvez illustrer votre texte. Alors, soit vous allez rechercher des figures d'articles et n'oubliez pas de citer vos sources. Donc, c'est vrai que je ne l'ai pas mis ici dans le texte, mais faites bien attention au plagiat. Donc, s'il vous plaît, citez bien vos sources, y compris les figures et les tableaux que vous reprenez tels quels, ou même si vous ne les reprenez pas tels quels, que vous les modifiez, vous mettez alors que c'est une figure modifiée basée sur l'article d'un tel, et vous devez vraiment bien toujours citer vos sources, et faites attention aussi de ne pas prendre tel quel des phrases d'un autre article. Si vous prenez tel quel des phrases, vous devez les mettre entre guillemets et citer l'article. Mais faites attention aussi que dans la rédaction, si vous reprenez les idées telles quelles d'un autre article, même si vous changez les phrases, mais que vous reprenez les idées les unes à la suite des autres, c'est aussi du plagiat, ça. Donc, ce n'est pas forcément le plagiat, ce n'est pas simplement faire du copier-coller. C'est reprendre également les idées telles quelles d'un autre article. Donc, s'il vous plaît, faites bien attention à ça. On vérifie qu'il n'y a pas de plagiat. Et il y en a, notamment Jean-Yves Matroul est très très strict vis-à-vis de ça. Donc faites bien attention à ça. Donc prenez des figures, mais vous pouvez aussi refaire des figures. Alors ça, franchement, ça j'adore. Et on aime bien généralement le faire des figures un petit peu synthétiques par rapport à votre travail. Ce n'est pas une obligation, et certains travaux s'y prêtent mieux que d'autres. Mais si votre travail s'y prête, n'hésitez pas à essayer de faire une petite figure synthétique avec, je ne sais pas moi, des box, des flèches entre les box,
oui, des flèches, des points qui résument un petit peu votre réflexion. Enfin voilà, n'hésitez pas à faire ça, ou des mécanismes qui sont synthétisés. Voilà. Ce qu'on voit souvent aussi sont des tableaux synthétiques euh, de, de- de la bibliographie. On peut par exemple faire un tableau pardon, synthétique qui reprend les références qui ont mis en évidence l'effet de l'atrazine sur les poissons, par exemple, sur le système nerveux des poissons, par exemple. Il y a par exemple 9 articles, ben, vous reprenez ces références dans un tableau avec l'année, avec l'auteur, avec un résumé en quelques mots de ce qu'il a montré, avec éventuellement l'espèce qui est étudiée, etc., etc. Ça, c'est souvent très bien vu aussi de faire un tableau comme ça. Ce n'est pas une obligation, mais n'hésitez pas à le faire si ça s'y prête. Alors, n'oubliez pas, si vous mettez des figures et des tableaux, de les décrire dans le texte. Donc, on vous a souvent dit, et dans le, le petit guide qui est publié par le département, on reprend comment décrire les figures et comment légender des figures et des tableaux. Donc la légende est très importante. Et la légende, ben, on vous l'a dit et répété, la légende, quelqu'un qui prend juste la figure et qui lit la légende, il doit comprendre la figure. Donc il faut qu'il y ait suffisamment d'éléments dans la légende. Mais, et ça on vous le dit moins, cela ne vous dispense pas de parler des figures et des tableaux dans votre texte, dans le corps du texte. Donc vous devez aussi décrire les figures et les tableaux dans le texte. Sinon, ça ne va pas. Votre tableau et votre figure, elles tombent comme ça dans votre texte, c'est pas bon. Il faut les décrire. Ça ne veut pas dire décrire tout de A à Z. Ça veut dire que dans votre texte, vous pouvez décrire ce qui est important de bien retirer de la figure et du tableau. Mais il faut guider le lecteur pour bien comprendre la figure et le tableau. Il faut le guider dans le texte, sans parler de tout, mais en faisant ressortir ce qui est important. Voilà, là j'ai presque fini. Alors, apportez du soin à la conclusion. Donc, vous n'en êtes pas encore là, mais ça va venir vite quand même. Alors, la conclusion, s'il vous plaît, et là j'aurais dû le mettre en rouge fluo, en clignotant comme ça, tout ce que vous voulez. La conclusion, ce n'est pas un résumé. Vous avez l'abstract pour ça. L'abstract, c'est un résumé. Vous savez bien ce que ça veut dire. La conclusion, ce n'est pas un résumé. Alors, ça ne veut pas dire, évidemment, ça reprend une partie d'un résumé, parce que vous devez faire ressortir ce qui est important de votre travail. Mais la conclusion, ça permet de fermer la boucle avec vos objectifs. Donc, en fait, on prend souvent l'image d'un sablier pour rédiger un travail scientifique. Dans l'introduction, vous partez du plus large et puis vous arrivez au plus étroit. Donc, vous parlez de la problématique large et puis vous affinez pour finalement avoir vos objectifs spécifiques. Et puis ensuite, dans la conclusion, c'est le sablier, c'est l'inverse. Vous partez de vos données les plus spécifiques pour élargir et revenir à l'objectif général qui était relativement large. Donc vous avez vraiment cet entonnoir et puis cet entonnoir inversé, donc ce sablier, au niveau pour faire le lien entre introduction, objectif et conclusion. Donc la conclusion, il faut vraiment faire ressortir ce qui est important de votre travail et posez-vous la question, qu'apporte mon travail? Et une fois que vous pouvez répondre à ça, eh bien vous pouvez rédiger votre conclusion. Donc je ne veux pas voir de conclusions qui sont simplement des points résumés de ce que vous avez fait. C'est un travail difficile d'écrire la conclusion. Je l'avoue, ça semble facile comme ça en l'expliquant, mais ce n'est pas facile à faire une conclusion. Alors ensuite, une fois que vous avez tout ça, n'oubliez pas évidemment de travailler la langue, puisque si le français ou l'anglais n'est pas bon, votre travail ne sera pas bon, même si scientifiquement il est bon. Donc il faut rédiger correctement et donc corriger la langue. Donc moi, ce que je préconise, c'est qu'une fois que la science est bonne, eh bien vous relisez tout uniquement cette fois-ci en pensant j'écris en français, donc en éliminant les répétitions, en prenant des synonymes, en réorganisant les phrases, etc. Et pensez aussi à ce moment-là à vous mettre à la place du lecteur pour qu'il puisse comprendre votre document. Donc
vous devez vous poser la question en relisant et en travaillant la langue, est-ce que quelqu'un qui lit mon document va comprendre? Si c'est non, bien ça veut dire que vous n'avez pas été suffisamment didactique. Quand je dis didactique, c'est en fonction des lecteurs, évidemment. Il ne s'agit pas d'expliquer à votre grand-mère ici, sauf si elle est scientifique, bien sûr, mais c'est pour expliquer à des scientifiques, mais qui ne sont pas spécialistes de la question que vous vous posez. Donc il faut que ces personnes puissent comprendre votre travail. Alors, tout ça amène à un premier draft. À partir de là, vous pouvez écrire l'abstract et le titre. Généralement, ils s'écrivent à la fin, parce que ce n'est qu'à ce moment-là qu'on a une vue d'ensemble sur son sujet. Le titre, vous en avez un, mais qui est tout à fait provisoire, donc quasi à coup sûr, il va changer. Et donc, vous devez réfléchir à ce titre en prenant en compte, en gardant à l'esprit que le titre et l'abstract, c'est ce qui va accrocher le lecteur. Comme vous faites, comme moi je fais, lorsqu'on cherche des références, on regarde le titre et l'abstract. Et puis si ça nous plaît, on prend tout l'article. Si ça ne nous plaît pas, on ne prend pas l'article. Donc le titre et l'abstract, c'est aussi ce qui est destiné à être disséminé. Et ce qui va faire en sorte, au mieux ils sont écrits, au plus vous avez de chances d'être lus. Et c'est quand même le but d'un scientifique, c'est d'être lu. Et à ce moment-là, vous pouvez sortir la bibliographie également et vérifier le format de la bibliographie. Une fois que c'est fait, vous partagez pour correction, donc avec nous ou avec vos amis ou entre vous. N'hésitez pas à travailler de manière collaborative. Donc partager le draft final, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas nous avoir fourni des parties de documents avant, bien sûr. Mais une fois que le draft est terminé, il reste les dernières corrections à apporter. Et une fois que c'est fait, il n'y a plus qu'à soumettre. Et la soumission, c'est la deadline que vous avez. Voilà pour la méthode de travail que je vous propose, en sachant que c'est à vous un petit peu à l'adapter, évidemment, en fonction de vos envies, quoi. Alors après, je vais parler des pièges de rédaction, ou vous donner quelques tips pour rédiger, mais est-ce qu'il y a des questions sur ce workflow? Donc on peut en discuter ensemble maintenant. Y compris Ivan et Val, si vous avez des remarques ou d'autres choses à ajouter, n'hésitez pas. Non, bon, vous avez tous commencé à rédiger? Ou levez la main ceux qui n'ont pas commencé à rédiger encore. Ok. Donc vous êtes deux à ne pas encore avoir commencé à rédiger. Donc il n'y a pas de problème. C'est pas un jugement ici. Mais maintenant il faut le faire. Voilà. Maintenant il faut commencer. Donc au niveau du workflow, il faut commencer à rédiger. Sinon vous risquez de ne pas réussir à faire toutes les étapes de manière correcte. Mais comme je l'ai dit et j'ai insisté, la première partie qui est la lecture et le brassage d'informations d'articles est très important, donc il vaut mieux passer beaucoup de temps dessus pour être sûr de partir du bon pied pour la rédaction. Au mieux cette partie-là est faite, au plus la rédaction sera facile en fait. Donc ça peut aller très vite. Une fois qu'on a fait tout ça, on peut rédiger très très vite. Monsieur, mais en fait aussi ce qui me bloque dans la rédaction, c'est pour le premier jet, est-ce qu'il faut absolument déjà, enfin je suppose pas tout de suite, mais avoir déjà tout reformulé à la lettre, etc. C'est aussi pour ça que personnellement j'ai préféré faire un plan super complet, mais ça me fait peur d'écrire et que ce soit pas encore reformulé et d'envoyer quelque chose où vous allez peut-être dire c'est un peu plagiat, etc. alors que c'est un premier jet au final, quoi. Il suffit de nous indiquer où vous en êtes. Si vous nous dites c'est la version quasi finale et qu'il y a plein de trucs qui ne vont pas dedans dans la langue, là on vous dira ça ne va pas. Si maintenant vous nous dites je vous envoie ce premier jet, je vous envoie 2 pages, mais je ne suis pas encore repassé dessus au niveau du français, dans ce cas-là, moi je ne vais pas corriger le français du tout, mais je vais me focaliser sur les idées, sur les arguments que vous me demandez de vérifier. Donc ça dépend vraiment ce que vous me demandez, quoi. En sachant qu'à la fin, votre travail devra être de bonne qualité au niveau de la langue. Mais
Mais donc, ça dépend ce dont vous avez besoin comme conseil. C'est vous un petit peu qui devez prendre la responsabilité de demander ce dont vous avez besoin comme correction, quoi. Moi, je Ok, c'est tiens plus beaucoup. clair. Oui, Merci. pardon. Je dis c'est plus clair comme ça. Mais en fait, je me disais du coup, on voyait rien que pour voir si on va assez loin dans les détails, même si c'est personnel, c'est quand même bien d'avoir un avis extérieur là-dessus. Mais d'accord, c'est plus clair pour moi alors. Voilà, donc il faut Merci. préciser votre question. Moi, je tiens beaucoup à vous responsabiliser. C'est pas, je sais bien que ce n'est pas le cas de tous les promoteurs, ça dépend un peu de la sensibilité de chacun et je ne juge pas, mais moi, en tout cas, j'aime bien de vous responsabiliser au maximum. C'est votre travail, c'est vous qui devez prendre la responsabilité de poser les questions quand vous en avez besoin. Nous, on est des guides, rien d'autre que des guides. Bon, à la fin, on vous évalue aussi, évidemment, donc on est guide et évaluateur. En fait, l'idéal serait qu'on n'intervienne pas dans l'évaluation, mais on ne saurait pas. Pratiquement, c'est pas faisable. Mais ce serait l'idéal. Mais ici, on vous guide et c'est à vous vraiment de faire votre expérience pour arriver à être autonome. Et en fait, ce travail de fin de bac, moi, je trouve que c'est un exercice vraiment excellent. Et depuis qu'on l'a mis en route et qu'on l'a un petit peu peaufiné, on voit que les rédactions d'introduction au mémoire sont meilleures. Et lorsque vous devrez l'année prochaine rédiger votre introduction de mémoire, en tout cas pour ceux qui font les masters ici à Namur, ben ça ira tout seul en fait, si vous avez appris vraiment cette démarche de rédaction scientifique. Bon, ça ira tout seul, j'exagère un petit peu quand même, hein, parce que ça prend quand même un peu de temps et c'est pas forcément facile. Mais ce sera en tout cas plus facile à faire, quoi. Et on vous demande d'être relativement autonome, donc il faut l'apprendre le plus tôt possible. Ça va, Cassandra? Oui, oui, c'est plus clair comme ça, merci. Ok, il n'y a pas d'autres questions à ce stade-ci? Alors sinon, je vais continuer avec quelques points. Ce sont des points que j'ai repris, voilà, j'ai mis en rouge, euh, qui sont des points que je dois souvent corriger. Donc ce sont des remarques que je fais quand même, je ne vais pas dire quasi chaque fois, mais dans la grosse majorité des corrections des travaux personnels. Alors, ce sont des points, en fait, si vous avez, ben, normalement, vous avez fait le travail de questions d'actualité en bac 2 l'année passée. Donc, je suis revenu aussi sur ces points-là. Donc, il n'y a rien de neuf, mais néanmoins, c'est important d'insister dessus. Alors, je vais rapidement les passer en revue. Donc, premièrement, il y a la règle des 4 C, qui est une règle relativement bien disséminée pour la rédaction scientifique. Il faut être concis, complet, cohérent et clair. Alors, moi, j'irai un petit peu plus loin. Alors, d'abord, il y a la précision. C'est généralement 9 fois sur 10, au moins pour des parties de travaux, je mets comme remarque manque de précision ou bien manque de profondeur scientifique, ce qui revient à peu près au même. Donc, ça revient à ce que j'ai dit tout à l'heure, un travail scientifique doit être suffisamment profond et précis. Il ne faut pas qu'il soit superficiel. Donc, il ne faut pas que vous rédigiez ça comme si vous rédigiez un cours ou bien un document vulgarisé. Il faut aller dans la précision et dans la profondeur d'analyse. Donc, ça veut dire qu'il faut apporter des chiffres. Votre rédaction, vous devez sortir des chiffres. Il ne s'agit pas de dire que euh, l'atrazine a des effets sur le comportement. Non, il faut dire l'atrazine a telle concentration, appliquée sur telle espèce pendant autant de temps, a des effets sur tel comportement et quels effets, et sortir des pourcentages d'effets, par exemple, ou des valeurs chiffrées. Alors, pas forcément pour tout, mais il faut qu'il y en ait suffisamment dans votre rédaction pour montrer que vous avez une discussion, une argumentation scientifique sur base de données, et de données donc précises. Alors donc, citer clairement les espèces utilisées. Donc voilà, il ne s'agit pas de dire l'atrazine a des effets, mais sur quelle espèce? Si vous avez des données sur un poisson zèbre, ce n'est pas la même chose que sur un xénope, et ce n'est pas la même chose que sur une souris, et encore moins que sur un être humain. Donc il faut le préciser. Préciser les conditions expérimentales, si vous utilisez des polluants, les concentrations, je viens de le dire, et surtout n'oubliez pas de citer des exemples. Donc vous devez, des exemples qui sont simplement des exemples de références bibliographiques, mais vous devez argumenter sur base d'exemples, de cas réels.
Alors donc, voilà, c'est ce que je viens de dire. Et alors, au niveau de la précision, oups, je me trompe là, utilisez les termes scientifiques précis. Donc, voilà, il y a des milliers d'exemples, mais si vous utilisez par exemple l'anatomie d'un insecte, votre travail sur un insecte, utilisez les termes précis pour les différents segments, par exemple, pour les différentes parties du cerveau. Donc, il faut utiliser les termes scientifiques. Et il faut que vous les compreniez, ces termes-là. Donc, n'utilisez pas des termes que vous ne comprenez pas, mais il faut que vous utilisiez des termes suffisamment précis et évitez les tournures de phrases qui soient trop vagues ou évitez le langage familier aussi. Donc, n'écrivez pas comme vous parlez, mais écrivez comme il faut écrire. Donc ça, c'est vraiment le premier point et des remarques que je sors vraiment très souvent. Alors, j'en ai déjà parlé, mais donc, essayez aussi de rester équilibré dans votre rédaction. Donc, par exemple, il y a un piège à éviter. C'est vous avez bien suivi ma recommandation précédente, vous êtes précis, vous décrivez bien les expériences, etc. Mais attention qu'il faut que ce soit équilibré dans votre texte. Donc, il ne s'agit pas de décrire en détail une référence et puis les autres, vous les citez juste. Non, il faut que tout soit décrit à peu près de la même manière. Donc ça veut dire qu'il faut garder un équilibre, mais ça veut dire que vous devez juger jusqu'où vous devez aller pour la description de vos exemples. Donc il ne faut pas aller trop loin non plus. Et trop loin, c'est-à-dire qu'il ne faut pas résumer le matériel et méthode des articles. C'est pas ça. Mais il faut citer suffisamment de précision pour qu'on puisse réellement évaluer vos arguments. Donc ne décrivez pas, je sais pas moi, s'ils ont fait de la protéomique, ne décrivez pas comment ils ont fait leur gel 2D, mais vous pouvez apporter des éléments qui permettent de comprendre, ben, ils ont travaillé sur l'ensemble de l'expression des protéines, par exemple. Ça, c'est important. Voilà, donc c'est un exercice, honnêtement, qui n'est pas facile du tout et qui demande de s'exercer et voilà, et de faire l'exercice une première fois ici, en tout cas. Alors, la concision, ça c'est important, ça c'est très simple à comprendre. Donc, il faut que l'écriture scientifique soit concise. Donc, en résumé, il faut éviter les répétitions de mêmes informations. Donc, ça ne sert à rien de répéter plusieurs fois la même chose. Une fois, c'est suffisant. Ça ne veut pas dire que vous ne devez jamais répéter. En tout cas, quand j'ai une fois, c'est suffisant, c'est pour la même partie du travail. Par contre, dans la conclusion, évidemment, vous devrez ressortir l'important comme je l'ai expliqué. Donc là, forcément, vous allez répéter l'information, mais vous allez la répéter différemment et avec un autre objectif, qui est un objectif ici de conclure votre travail. Voilà, le style doit être direct et pas télégraphique. Alors ça, c'est aussi un défaut qu'on voit très souvent, c'est de la rédaction télégraphique. Donc par exemple, bon, mettre des tirets, évidemment, ça vous ne faites pas hein, dans votre texte. Sauf si vous énumérez quelque chose. Alors, ok, vous pouvez mettre des tirets, mais pas dans vos phrases. Et ce qui n'est pas bon non plus, c'est d'avoir un style télégraphique, donc de mettre des tirets et puis d'effacer les tirets, mais de mettre les phrases bout à bout comme si c'était des tirets. Donc, il faut qu'il y ait des transitions entre vos phrases, donc il faut que, de manière littéraire, ce soit d'un bon niveau. Donc, le style télégraphique, c'est quelque chose qu'on voit très souvent. Donc, c'est mettre des phrases bout à bout sans qu'il y ait de liaison. Donc ça, c'est pas bon. Et ça, je vous le dirais, style trop télégraphique, quoi. Alors là, on en vient à ce qui est vraiment intéressant. C'est le fil conducteur. Et là, ce sont des choses qu'on vous dit rarement aussi. Mais pour que votre travail accroche et soit lu et soit intéressant, il faut raconter une histoire. Donc, essayez en fait de vous mettre à la place d'un écrivain qui raconte une histoire. Vous avez envie de raconter une histoire. Et une histoire, eh bien, il y a une introduction, il y a une problématique, il y a une question, et vous répondez à cette question. Donc, vous posez un problème et vous apportez les solutions. Ça, ce sont les secrets d'une bonne histoire. Donc, vous posez un problème, je vais m'attarder, c'est un problème scientifique, mais peu importe.
et dans votre travail, vous apportez des solutions à ce problème. Donc celui qui va lire, il va être intéressé par votre problème, c'est l'intrigue de votre histoire, et dans le déroulement de votre histoire, vous allez apporter des solutions. Et là, il sera non seulement intéressé par votre histoire, mais en plus, il sera content, il sera satisfait parce que vous avez répondu à votre intrigue. Et ça, c'est comme ça qu'on enseigne les secrets d'une bonne histoire, quoi. Voilà. Et pour ça, donc, ça rejoint un peu le point précédent. Donc, pensez à inclure des liens entre chapitres. Pour que le fil conducteur soit logique, il faut qu'il y ait des liens entre chapitres. Et ça manque souvent aussi. Donc, je vous le dis une bonne fois pour toutes, pensez à cela. Alors, dernièrement, parce que le suivant, j'ai déjà dit, le sablier, je l'ai déjà dit, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Il faut que votre texte soit clair et facile à suivre aussi. Donc, il faut qu'il soit scientifique, donc ça veut dire pointu, avec des termes précis. Mais en plus, la difficulté, c'est qu'il faut qu'il reste clair. Donc, il ne faut pas tomber dans le piège d'avoir un langage excessivement complexe. Ce n'est pas parce que c'est scientifique qu'il faut perdre le lecteur. Donc, il faut toujours vous mettre à la place du lecteur et il faut qu'il comprenne. Donc, s'il ne comprend pas, ça veut dire qu'il manque quelque chose à votre texte. Vous devez le retravailler pour qu'il soit compréhensible. Et il ne faut pas que votre texte soit pompeux. Ça, je l'ai mis parce que ça arrive de temps en temps. On est pompeux dans le sens où on veut en jeter, quoi. On dit on connaît bien un domaine, on a lu beaucoup. On va utiliser tous les termes compliqués un maximum, même quand ce n'est pas nécessaire. Ça ne va pas.